Il est né le 1er janvier 1978 à Épernay. Il cumule les titres, 3 titres de champion d'Europe, 2006, 2010, 2014. En 2007 à Osaka, au Japon, il devient vice-champion du monde de sa discipline. 10 ans après, à Londres, il devient champion du monde du 50 km marche. Il est actuellement toujours le détenteur du record du monde du 50 km marche. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Yoann Diniz. Bonjour Yoann. Bonjour Olivier. Je suis ravi de vous recevoir sur notre émission Welcome Channel. Alors, moi j'avais souhaité votre présence parce que quand on évoque la santé, très souvent on a coutume d'évoquer le sport qui est synonyme de bien-être et de santé. Alors, moi ce que j'aurais souhaité, c'est pourquoi on a coutume de dire que le sport, ça fait du bien pour la santé. Le sport, ça fait du bien pour la santé. Déjà, tout simplement, ça permet déjà de nous aérer déjà l'esprit. Ça, déjà, c'est une première chose. Et puis ensuite, d'un point de vue également physiologique, faire du sport, marcher, courir, enfin voilà, faire une activité physique, voilà, ça permet de développer, de muscler ses capacités cardiaques, donc muscler son système cardiovasculaire, lutter ensuite contre des maladies liées à la sédentarité comme le diabète, le cholestérol, l'hypertension également. Donc c'est vraiment des choses qui sont très bonnes et qu'il faut pratiquer quotidiennement. Donc on associe souvent la marche justement avec le santé, l'activité physique, le bien-être, parce que justement la marche c'est accessible à tous, c'est simple à faire et on peut la pratiquer tous les jours avec un équipement assez moindre. C'est la plus simple expression, j'ai l'impression, de toutes les disciplines sportives. Oui, voilà, c'est ça. Facile à pratiquer. C'est très facile à pratiquer, puis c'est vraiment accessible à tous. Et puis également au niveau aussi tendineux, musculaire ou articulaire, la marche c'est aussi quelque chose qui n'est pas traumatisant. Donc en fait, on peut reprendre tranquillement, sans porter par exemple son poids si on a un surpoids, puisqu'on va pas soulever son corps, c'est un effort où on est en translation, on avance tranquillement d'un pas sur l'autre et donc il y a moins d'amorti, donc forcément il y a moins de choc également. Il faut peut-être mettre une nuance, Yoann, parce que quand je vous entends dire que ce n'est pas traumatisant et quand on regarde les images de votre discipline, on vous voit déhancher. Moi je me suis toujours dit, mais est-ce que ça c'est bon pour la santé malgré tout? Parce qu'il y a la marche qu'on pratique au quotidien, facile, accessible à toutes. Et puis il y a la discipline dans laquelle vous vous êtes engagé, la marche sportive. Et est-ce que cette marche sportive, là je m'adresse aux athlètes que vous êtes, est-ce que ça, pour le coup, ça peut avoir un impact sur les articulations? Il faut bien faire la distinction voilà, entre les deux. Tous les sports de haut niveau, en fait, à répétition, même à très très haute répétition et à très haute intensité, forcément, il faut avoir la carrosserie qui va avec le moteur. Donc forcément, de temps en temps, on hyper sollicite voilà, au maximum toutes ses articulations, son cœur et ainsi de suite. Donc forcément, il peut y avoir des petites blessures, mais qui restent assez bénignes. Alors que si on part sur une activité voilà, plutôt moins intense, mais quotidienne également, voilà, on pourrait avoir des bénéfices vraiment très bons et très rapidement. Yoann, vous avez fait connaître la marche auprès d'un grand nombre de nos concitoyens. Il y avait le fameux Paris-Strasbourg. Moi, je suis plutôt de cette génération-là au départ. Il y a une vraie émulation suite à tous les titres que vous avez pu collectionner. On vous voit commenter des épreuves sportives d'athlétisme. Est-ce qu'on sent un vrai engouement aujourd'hui pour la marche, comme ça a pu, avec la projection du Grand Bleu, il y a eu un engouement pour la plongée sous-marine. Je fais cette comparaison. Oui, il y a une émulation. Il y a eu une émulation chez les jeunes. Alors après, là, on va parler de marche athlétique. Hein. Ouais. Dans le haut niveau, il y a eu une bonne émulation. Beaucoup de jeunes se sont pris au jeu, ont essayé, ont tenté. Et puis, on a une très bonne génération maintenant qui est capable de se qualifier dans des grands championnats à travers le monde. Donc ça, c'est bien. Il y a une vraie école maintenant française
de marche athlétique avec voilà, des jeunes qui ont 15 ans. Comme d'ailleurs, il y a un pôle à Nancy, justement le pôle France à Nancy, qui accueille tous les meilleurs espoirs français, où ils sont une vingtaine d'athlètes là-bas, donc à se préparer tout au long de l'année. Donc oui, il y a une vraie émulation. Et puis après, on le voit aussi, c'est plus la marche athlétique, mais plus voilà, la marche sportive, la marche nordique. Il y a différentes formes de marche voilà, qui sont arrivées et qui sont vraiment de plus en plus pratiquées. On dit qu'à peu près, il y a plus de 20 millions de personnes qui marchent dans une pratique de loisir, en fait. Alors, vous m'aviez expliqué que la marche, à la différence même de la course, on en tire encore meilleur profit au niveau de sa santé, parce qu'il y a un problème d'anaérobie ou... Oui, au niveau de la santé, ben en fait, voilà, on va aller solliciter pour une vitesse, par exemple, si on veut courir à 12 km/h et marcher à 12 km/h, bah forcément... Comme nous, on est tenu de respecter un règlement, c'est-à-dire qu'on doit toujours avoir un contact avec le sol, ouais. Sinon on est en suspension et c'est de la course. Ouais. Et on est également obligé d'attaquer la jambe tendue quand on vient poser son pied au sol. Donc il y a deux règlements. Donc il faut respecter ces deux phases du règlement et en fait, ça engendre derrière voilà, donc une vitesse gestuelle qui est beaucoup plus importante. Donc si on met plus de vitesse gestuelle, forcément on va brûler plus de calories. Au niveau cardiaque, on va monter un peu plus haut cardiaquement. Et puis également, la phase aussi après derrière qui est importante également. On va également, voilà, au niveau de son corps et de ses appuis, il n'y aura pas cette phase justement de suspension où on va aller rebondir sur le sol pour aller créer un amorti. Et donc c'est là en fait que les articulations prennent, on crée des micro-traumatismes alors que sur la marche, voilà, si on a un bon équipement, on n'aura pas ces micro-traumatismes. C'est plutôt mieux voilà, pour les personnes qui sortent de la sédentarité de reprendre par cette activité. J'ai lu que vous étiez, et ce n'est pas pour autant, comment dirais-je, que ça va vous vieillir terriblement, mais que vous étiez un des sportifs les plus âgés avec un tel palmarès. Ça veut dire que la discipline qui est la marche sportive, c'est une discipline qu'on peut pratiquer en fin de compte sur le tard même. Oui, on peut déjà la commencer plutôt sur le tard. Et puis ce qui est votre cas, je Moi, crois. C'est mon cas en fait. Donc je l'ai commencé très tard, j'ai commencé à 23 ans. Ouais. Avant, j'ai eu un cursus scolaire, j'ai fait des études universitaires. Et puis après, j'ai eu envie de me remettre un petit peu dans le bain du sport, un petit peu. Et puis, j'ai découvert cette discipline un peu, pas par hasard, parce qu'on parlait tout à l'heure du Paris-Strasbourg, Paris-Colmar. Mon éducateur qui m'a appris à nager quand j'étais petit a gagné le Paris-Colmar en 85. Il s'appelait Jean-Claude Gouvenot. Et donc, c'est quelqu'un que je voyais s'entraîner tous les jours à Épernay, par Mont et par Vaux, n'importe quel temps. Je le voyais tout le temps dehors s'entraîner. Tokyo 2021, ça sera le paroxysme de votre carrière, en apothéose, j'espère. Hein. Oui, en apothéose, ça j'espère. Je ne veux pas regretter, en tout cas, je vais me donner tous les moyens pour réussir. Et puis après, ça fonctionne, ça sera super. Alors j'ai lu récemment dans une de vos interviews que vous entraîniez dans les mêmes conditions climatiques qu'on peut rencontrer chez nos amis japonais, avec le taux d'humidité. Oui, on a créé, en fait, il y a des chambres thermiques qui existent un peu partout à travers l'Europe. Et là, on a trouvé un endroit au Portugal avec une université à Coimbra où ils travaillent déjà beaucoup là-dessus. Et vous entraînez là? On s'entraîne là-bas, donc où il y a plein de choses là vraiment qui sont faites. Là, alors on peut rentrer un petit peu là dans la physiologie, mais pas trop. Mais donc en fait, on arrive, on prend la température de l'urine, on fait une petite prise de sang, on regarde un petit peu au niveau aussi de la variabilité cardiaque, voir un petit peu notre niveau du stress, le volume du plasmatique pour voir un peu tout ce qui joue, on nous pèse, puis après on va marcher à une certaine allure, et puis voir en fait après comment on évolue dans le temps, donc par des paliers de tous les quarts d'heure, où là il va y avoir des analyses de fait, on voit que le corps monte en température avec des caméras thermiques, le nombre de litres qu'on va boire pendant 7 heures, le nombre de litres qu'on perd, le poids qu'on perd. Donc là on essaye vraiment de rien laisser au hasard pour... Comme sur une Formule 1. C'est ça, là vraiment on laisse rien au hasard pour vraiment trouver l'allure clé qui sera... Ces données, parce que là on parle vraiment de saisie de constante. Alors au sein de la coopérative Wellcop, ça nous intéresse, parce que dans le domaine médical, mon cher Johan, vous savez qu'on utilise notamment et on transmet les données de santé à plusieurs professionnels de santé de telle façon à ce qu'on puisse mieux suivre le parcours du patient. Est-ce que ces constantes qui sont soit saisies, soit récupérées, est-ce qu'elles profitent aussi à la recherche? Est-ce qu'elles sont utilisées derrière, exploitées derrière? Est-ce qu'elles parviennent à d'autres professionnels de santé?
Oui, oui, par exemple, quand j'ai été champion du monde en 2017, on m'avait fait prendre une sonde. Voilà, j'avais pris une petite capsule, une sonde en fait à avaler avant la course. Et il y avait, alors je pense que tout le monde le connaît, Haile Gebrselassie qui l'avait fait quelques années avant moi sur marathon. Et en fait, ils ont voulu voir en fait comment nos corps réagissaient sur la chaleur, sur l'humidité, et puis également sur l'ingestion aussi de produits pendant la course, c'est-à-dire des boissons énergétiques, ainsi de suite. Et puis comment aussi parce qu'il y a la thermorégulation aussi qui rentre en compte, c'est-à-dire que voilà, on brûle des calories pendant la course, donc forcément on monte également en température, et puis plus l'effort est long, plus on va monter en température, parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de Krebs, là, où on brûle des calories, donc on crée de la chaleur derrière, et après il faut réussir à réguler cette température, et donc ça on avait vu sur la sonde que par exemple, Gebrselassie et moi, on avait à peu près les mêmes niveaux de thermorégulation, c'est-à-dire qu'on montait un petit peu en température, mais on arrivait à une température constante tout le temps à peu près de 38 degrés. Donc on était à 38 degrés, on montait à pas plus de 38 degrés, alors qu'il y a des athlètes souvent qui peuvent monter à 39, 40, 41, voire 42, et là c'est très dangereux, quoi, et ils n'arrivent pas à redescendre en température. Nous, on arrivait à s'auto-réguler, à auto-réguler notre thermorégulation. Donc, c'était un indice en tout cas de performance et qui leur servent après sur des courses comme Doha et là comme Tokyo qui peuvent servir et qui peuvent dire oui, il faut qu'on change d'endroit ou de lieu parce que on va mettre des athlètes en danger. Bien sûr, parce qu'on a vu qu'à Doha, la chaleur et à l'humidité. Voilà. Sans remuer ce qui ne sera pas forcément la meilleure compétition de votre carrière Doha, mais on a vu les conditions climatologiques, j'ai envie de dire. Humidité et chaleur, c'était épouvantable. C'était des courses qui n'auraient pas dû avoir lieu. De toute façon, on en avait parlé, même les médecins, on a un peu servi de cobaye sur place. Mais le CIO, vous avez écouté, parce que j'ai cru maintenant, oui. Oui, en fait, c'est parce qu'il y a eu un tel du côté de Sapporo, dans le nord. Il y a eu un tel tollé derrière ça, et on ne comprenait vraiment pas que, oui, derrière, il a fallu quand même dire non, mais il faut être raisonnable, quoi. On ne peut pas nous mettre comme ça en danger. Sur cette course, on avait vu le marathon féminin la veille où il y avait eu un taux d'abandon, plus de 70% d'abandon, et là c'était pareil, donc c'était pas possible. Et Yoann, par rapport à ce que je sais que j'ai une haute résistance, par exemple à la température, eh bien je vais être un meilleur athlète que celui qui effectivement, de ce point de vue-là... Ah forcément, après déjà si on sait qu'on arrive à thermoréguler plus facilement que d'autres, on aura l'avantage déjà de moins monter en température, donc de pouvoir continuer à être sur un rythme plus élevé que les autres qui seront forcément, ils devront déjà essayer de se thermoréguler et puis derrière continuer à maintenir une intensité. Donc ça c'est assez compliqué. Ça veut dire que ces individus-là pourraient être repérés par les fédérations. Ça, on pourrait être repéré. Lui, ça m'intéresse parce que... Oui, bien sûr, ouais. En faisant ces tests. Et puis après, quand on pousse aussi plus loin maintenant en chambre thermique, donc avec la caméra thermique, on voit quelle partie du corps le chauffe le plus, quoi. Voilà, où il y a le plus de chaleur. Donc il y a la nuque. Moi, par exemple, on a remarqué qu'au niveau intestinal, j'avais eu des problèmes à Rio et on a su les déceler maintenant grâce à ça. Ouais. Parce qu'en fait, la première chose moi, qui se met on va dire en arrêt, c'est l'intestin, quoi, parce qu'en fait, dès qu'il fait un peu plus chaud, on essaye de continuer d'alimenter déjà son cerveau et tout. Et donc, moi, j'alimente plus du tout mon intestin donc, au niveau sanguin. Donc ça, il faut réussir à... Oui, parce qu'il faut quand même rappeler pour ceux... le travailler également, quoi. Pour ceux qui l'ignorent, il faut rappeler quand même, à Rio, vous êtes tombé 3 fois. Ouais, 3 ou 4, je sais plus, même 5, 6. Ouais. En perte de connaissance complète, quoi. Ouais, c'est même un miracle que vous ayez rallié l'arrivée en 7e position. Oui, 7e finaliste. Ouais. C'est déjà incroyable. Alors, Yoann Diniz, on vous a choisi, nous, au sein de la coopérative Wellcop, pour participer à la promotion d'un applicatif dédié aux patients. Donc, à vous, à moi, à tous nos amis. Alors, cet applicatif, pourquoi on a associé votre image? Parce que la promotion de cet applicatif est très importante, parce qu'il va permettre à nos citoyens d'accéder à un certain nombre de fonctionnalités. Cette appli dont on parle, il s'agit de PandaLab Ma Santé. Je vous propose d'en découvrir certaines de ses fonctionnalités. Images. Ah bah tiens, je vais tester l'appli que m'a conseillé la pharmacienne. PandaLab Ma Santé. Original comme nom. Alors, j'envoie direct la photo d'ordonnance.
Là, je clique ça. Et il n'y a plus qu'à passer après le travail. Bon, bah parfait. Ok. Ça, c'est pour le frigo. Là, à la salle de bain. Ah, mais Médoc. D'ailleurs, elle m'a dit quoi déjà, la pharmacienne, sur les prises? Pendant ou après le repas? Ah, je vais peut-être trouver ça là-dedans. Ah bah, je vais regarder dans les vieilles notices. Je suis bête. Je vais passer par l'appli et lui envoyer un message. Ça ira plus vite. Bon, là, je clique ça. Je vais me faire tous les rappels de prise en plus. Comme ça, sûr de rien oublier. Bon, faut que je finisse les courses. Sinon, j'en connais une qui va pas me louper. Ah, mon rappel de prise. Et la réponse de la pharmacienne. Qu'est-ce qu'elle me dit, du coup? C'est bien ce qui me semblait, pendant les repas. C'est vraiment pratique, ça. La radio de Gaspard. Les dernières analyses de maman. Ah, bah tiens, c'est l'ordonnance que je cherchais la dernière fois. Là, au moins, je vais gagner du temps. Ça commençait à devenir compliqué avec toute la paperasse. Bon, tant que j'y suis. Je vais faire mon carnet de vaccination. Plutôt utile en ce moment. Oui, bah il sera bien content quand j'aurai rangé son dossier. Faut vraiment que j'arrive à voir pour la grippe. Et je peux gérer ça sur l'appli. Allez, je valide un rendez-vous pour Martin et moi semaine prochaine. Ah oui, il y a ça aussi. Mais j'en connais un qui va pas être content. Je me suis fait encore avoir, moi. Mais bon, c'est pour la bonne cause. J'ai réussi à le convaincre. Je me surpasse en ce moment. Et si elle pense que je vais me mettre au sport, elle se met le doigt dans l'œil. Bientôt, je le lance pour le marathon de Paris. Alors pourquoi on vous a associé à le lancement de cet applicatif? Parce que tout simplement, chaque pas qui sera fait par l'ensemble de la collectivité, l'ensemble de nos concitoyens, eh bien, participera à atteindre un palier, et ce palier permettra à la coopérative Wellcop de remettre un chèque, de faire une donation à une association. Et c'est vrai que la marche, c'est quelque chose que tout le monde peut pratiquer sans aucun équipement, à part, si j'ose dire, une bonne paire de chaussures. Et donc, on va cumuler comme ça le nombre de pas de chacun de nos concitoyens, qui visualisera aussi sur son applicatif. Et à chaque palier attendu, eh bien, un chèque sera effectivement attribué.
C'était l'opération « Je marche avec Johan » et je vous propose quelques images de ce reportage. J'ai vécu des défaites. J'ai savouré des victoires. J'ai marché vite pour moi. J'ai tenu longtemps pour les autres. Il arrive ce moment où chaque pas de plus est un véritable exploit. Effectuer ce simple geste devient un combat. J'ai répété ce mouvement des millions de fois. Mais aujourd'hui, c'est différent. Mes pas ne suffisent plus. J'ai besoin de vous pour réussir un nouveau challenge, transformer nos pas en dons. Ensemble, collectons de l'argent pour des associations. En téléchargeant gratuitement l'application, chaque jour, vos pas seront comptabilisés. Les raisons de marcher ne manquent pas. C'est bon pour la santé. C'est bon pour la planète. Alors, on commence quand ? Notre idée, bien évidemment, c'est que le patient puisse, tout ça sous réserve du consentement du patient, on est bien d'accord, tout ça ne se fait qu'avec le consentement du patient qui accepte que ces données puissent être remontées. C'est sûr que cet applicatif tourné vers le patient, c'est rendre la vie du patient plus simple. On est dans l'utile. Ce n'est pas pour critiquer de nombreux applicatifs qui existent, et ils ont leur raison d'être, mais souvent, on doit disposer sur son ordinateur de poche, communément appelé l'iPhone, par exemple, ou un Android, un certain nombre d'applicatifs qui ne sont pas forcément reliés entre eux. Donc, on va être obligé de consulter tel dossier, ou telle fonctionnalité sur tel applicatif, puis telle autre fonctionnalité sur tel autre applicatif, mais ils ne sont pas reliés entre eux. Nous, notre pari, avec la parution de l'applicatif tourné vers le patient, c'est, alors, une fois de plus, au quotidien, lui rendre la vie facile par rapport à des choses qu'il rencontre dans la vraie vie. Le rappel des vaccinations des enfants, le dossier médical qui peut être ouvert et pour lequel j'ai un accès facile, ce qui fait que même si je me retrouve dans une pharmacie, je peux rapidement ressortir la bonne ordonnance, je peux scanner mon ordonnance à mon pharmacien qui pourra la traiter avec beaucoup plus de facilité et même d'anticipation, etc. Enfin, voilà l'applicatif patient tel que nous l'imaginons. C'est plutôt une bonne idée parce qu'on a besoin d'avoir ces informations regroupées. Je pense que ça va faciliter la vie de beaucoup parce que souvent il y a beaucoup d'administratifs et on perd vraiment des fois beaucoup de notre temps à aller sur plusieurs sites, aller chercher plusieurs renseignements et ça prend des heures alors que là si tout est centralisé, maintenant voilà, on sait où aller, comment et on a un gain de temps qui est vraiment appréciable. Et puis surtout, on sera alerté et on saura à quel moment on doit se faire vacciner, à quel moment on a notre rendez-vous et ainsi de suite. Alors que de passer par plein de multiples plateformes, pratique. On perd un temps fou. Pratique. Tout à l'heure, vous avez évoqué les valeurs que véhiculait le sport. Parmi ces valeurs, il y en a une, je trouve, qui est belle, qui est noble, et qu'on a retrouvée à travers, je dirais, le comportement de nos concitoyens pendant cette crise de la Covid, c'est la solidarité. Donc là, la solidarité, c'est une vraie valeur que les sportifs défendent. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ça ? On essaye. En tout cas, oui, je pense qu'il y a dans beaucoup de disciplines et puis beaucoup d'athlètes. Après, forcément, toujours un peu à côté de ça, il y a quand même un peu de tricheurs, on va dire. Voilà, il y a aussi des tricheurs, mais en tout cas, non. Mais oui, un des leitmotivs des valeurs du sport, c'est la solidarité. On le voit dans l'athlétisme avec les décathloniens. On le voit sur plein de sports d'endurance, sur la marche, sur les longues épreuves, sur la voile. Voilà, il y a beaucoup de solidarité entre tout le monde. Et puis si on peut venir en aide à quelqu'un, on vient. Et puis surtout, on respecte l'effort. C'est pas parce que Johan Diniz il est champion du monde que je vais pas respecter celui qui aura fait un 50 km et qui aura mis une demi-heure de plus que moi. Moi, voilà, c'est ça que j'ai voulu. On parle plus de la marche parce que j'ai voulu faire connaître cette discipline, puis montrer ses valeurs et puis montrer qu'elle était accessible à tous et à toutes et à chacun, et qu'elle avait de belles valeurs. Elle avait des valeurs forcément, comme on a dit, physiologiques, mais elle avait aussi des valeurs spirituelles également, parce que la marche, ça nous permet aussi de nous échapper. Le grand philosophe marchait beaucoup, en fait, et ça leur permettait d'aller, de réfléchir, de penser, de se poser. Et ça, je pense que la Covid, ça nous a permis, en tout cas, de se retrouver également, et puis de pouvoir un petit peu plus philosopher, et puis peut-être repenser à des choses concrètes et pas superficielles non plus, des fois.
qu'est-ce qui est bon vraiment pour nous. Alors, Ça, c'était important. Alors après, mais on ne va pas s'étendre sur le sujet, mais après, le genre humain est ainsi fait. Il y a les très bonnes choses, puis il y a les mauvaises choses. C'est vous-même qui l'avez évoqué, hein, Johan, la tricherie. Oui. Alors, est-ce que les choses vont mieux dans le cadre de la lutte antidopage? Malheureusement, il y a eu, là où on est aussi un peu dans le cœur des scandales, il y a eu des affaires avec des instances aussi, malheureusement, qui ont protégé des fois des athlètes et des cyclistes, hein, qui ont été protégés par les fédérations internationales. Maintenant, c'est des pratiques qui sont obsolètes. Déjà, il y a eu l'arrivée un petit peu du passeport biologique également, qui est aussi quelque chose de centralisé en fait. On a aussi maintenant une carte d'identité biologique en fait et physiologique où en fait on a les meilleurs athlètes mondiaux. On vient souvent nous contrôler. On doit laisser en fait 2 heures par jour et puis on peut être contrôlé à chaque moment de ces 2 heures en fait pendant toute l'année. Tous les jours, à n'importe quel endroit. Et ça, c'est bien aussi parce que maintenant, on a une vraie carte d'identité où on peut voir un petit peu comment nos données peuvent varier. En fait, c'est surtout là-dessus maintenant qu'on arrive à jouer et à pouvoir voir s'il y a dopage ou pas. Parce qu'en compétition, on a tout le temps dit que c'est les ânes qui se font attraper, quoi. On ne se fait jamais attraper en compétition. On se fait plutôt attraper quand c'est pas la compétition, quand c'est l'entraînement, quand on part sur des camps de stage et ainsi de suite, n'importe où à l'étranger. Et alors que maintenant, on est obligé, avec cette géolocalisation, on est obligé de savoir où on est, où on peut être contrôlé 24 heures sur 24. Donc c'est plutôt bien maintenant d'avoir tous ces paramètres qu'on appelle le passeport biologique, qui est un bel outil en tout cas pour lutter contre la triche. On peut être optimiste aujourd'hui, Johan, par rapport à ce cas douloureux. On peut être optimiste, en tout cas, on peut dire que ça va mieux. Maintenant, c'est la dérive du matériel. On l'a vu sur le vélo et on le voit aussi maintenant en athlétisme avec les chaussures, avec les plaques de carbone qui permettent de gagner beaucoup de secondes, on va dire, sur des marathons par exemple. Au sein de la coopérative Wellcop, nous nous engageons en tant que citoyens de la santé et du bien-être. Rappelez-vous, lors d'une récente émission Wellcop Channel consacrée aux enseignes, nous avions évoqué un concept très original de l'armoire solidaire, proposé par notre enseigne Wellpharma. Voici un bel exemple d'engagement de citoyenneté de la santé et du bien-être. Johan, depuis, l'armoire solidaire rencontre un franc succès. Les pharmacies Wellpharma sont en première ligne de la solidarité avec l'armoire à pharmacie solidaire. Son objectif, mobiliser toutes les parties prenantes locales impliquées dans le soutien aux personnes en difficulté. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Donc on peut faire un don, un produit d'hygiène essentiellement. On a un partenariat avec la Croix-Rouge locale qui vient régulièrement. On leur remet les produits que les clients ont donnés. Donc on est très contents. On a cette armoire à pharmacie solidaire dans toutes les pharmacies Wellpharma depuis début 2020. Et les clients adorent. D'accord. Je vais vous prendre un gel douche, ce sera ma petite contribution. Dès son lancement, l'armoire à pharmacie solidaire a eu un vif succès avec plus de 20 000 dons dans les pharmacies Wellpharma. Cet engagement pérenne noue des partenariats avec nombre d'associations comme les Restos du Cœur, le Secours Populaire, la Croix-Rouge et bien d'autres, au profit des personnes dans le besoin. Mais qu'en pensent les officines ? Avec mon équipe, quand je leur ai proposé le projet de l'armoire à pharmacie solidaire, on a tout de suite pensé que c'était quelque chose de très innovant et vraiment dans l'air du temps. C'est quelque chose qui ne se fait pas dans les autres réseaux d'officines et on s'est dit que chez Wellpharma, ça serait vraiment bien de le mettre en avant. Pour nous, c'est une chance parce que nous nourrissons actuellement plus de 200 familles sur le Lunévillois. Et c'est essentiellement de l'aide alimentaire que nous achetons auprès de la banque alimentaire, mais aucun produit d'hygiène ne nous est fourni. Donc pour nous, c'est quand même formidable de pouvoir répondre aux demandes des familles. Lors du confinement, la Croix-Rouge française nous a interpellés sur ce qui nous manquait en particulier. Et à Lunéville, nous avons tout spécialement répondu les produits d'hygiène. On a eu une subvention exceptionnelle pour nous fournir auprès de commerçants locaux pour acheter ce type de produits. Donc on va être ravis de pouvoir perdurer ce type de partenariat au gré du remplissage des paniers. Donc la Croix-Rouge vous remercie tout particulièrement, l'initiative qui a été prise sur Lunéville. Soyez assurés que nous en ferons bon usage. Alors Johan, on vient de le voir dans ce reportage, le concept de l'armoire solidaire, c'est intéressant, hein, donc on le voit bien, on met des produits dans cette armoire, gracieusement, les patients offrent. Alors les patients, d'ailleurs qui ne sont pas forcément patients, les clients tout court, et le pharmacien avec son équipe donc
lie avec une association locale eh bien, un partenariat et ces produits servent pour des gens soit défavorisés. C'est une riche idée. C'est plutôt on est encore dans la solidarité, justement. On y Absolument, était avant et on y est encore. Donc, tout ce qui touche à la solidarité, c'est très bien. Et c'est bien de penser à ceux qui n'ont pas les moyens et de pouvoir justement se rapprocher des associations souvent locales qui sont en manque de moyens. Ou des associations de patients. Ou des associations de patients, voilà. Et c'est vraiment une belle offre, en tout cas. Et j'espère que beaucoup de pharmaciens adhéreront à ce projet. On le souhaite, on le souhaite. Alors, transition parfaite pour parler de la pharmacie. Il faut rappeler quand même que la coopérative Wellcop est une coopérative détenue par les pharmaciens. Je voulais savoir ce que Johan Diniz, quand il rentre dans une pharmacie, ce qu'il aimerait bien trouver, qu'il ne trouve pas actuellement, et ce qu'il apprécie dans une pharmacie. Je voudrais que vous nous décriviez un petit peu ce que vous attendez de la pharmacie déjà d'aujourd'hui, si toutefois il y aurait des carences. C'est quoi le regard sur la pharmacie que vous portez? Moi, ce que j'aime bien, en tout cas dans ma pharmacie, c'est que j'ai ce sentiment de proximité qu'on connaît. On sait que Johan Diniz, tu es un sportif. Donc souvent, on va m'orienter aussi des fois sur des choses, arriver à un moment, me proposer par exemple des choses. Mon pharmacien, moi, il m'avait proposé un jour, comme il avait su par exemple après Rio que j'avais eu des problèmes au niveau intestinal et tout ça, il m'avait dit mais écoute, ça serait bien que tu essayes des traitements en probiotiques. Lui, il était plutôt spécialisé sur les probiotiques, donc il m'avait dit écoute, essaye peut-être de faire ça. Et c'est vrai que ça m'a apporté vraiment un réel plus, en tout cas pour moi et puis pour mon quotidien. C'est la seule profession de santé où on se rend sans rendez-vous. Oui. Et c'est la seule profession de santé qui montre une telle disponibilité quand même avec l'ensemble de la population. Complètement. Mais j'ai envie de dire que votre pharmacien, il vous connaît, il sait qui vous êtes. Mais pour un lambda, est-ce que c'est une vue d'esprit d'avoir au niveau des officines, alors peut-être pas, ça dépendrait peut-être aussi de l'emplacement, mais est-ce qu'on peut imaginer demain une enseigne tournée vers le sport, une enseigne de pharmacie tournée vers le sport? Une pharmacie tournée vers le sport, je pense que, pour moi... Qui aurait ses spécialités. Qui aurait ses spécialités, voilà, oui, mais... alors oui, ça peut être après sur de la nutrition, par exemple, plutôt sur un travail nutritionnel, et puis après sur aussi également les blessures, prévention de blessures, on n'a pas tout le temps les produits adaptés, des fois, soit pour se faire une attelle, pour des glaçages, on ne trouve pas tout le temps tout dans une pharmacie. Les produits spécifiques, par exemple, pour un sportif, je prends un exemple, le complément alimentaire, est-ce que c'est quelque chose que les sportifs de haut niveau utilisent pour compléter leur Ça peut être pris, bien sûr, mais à chaque coup, soit il faut trouver la pharmacie qui distribue ou pas, et puis surtout, il faut surtout faire attention que le complément alimentaire soit bon, c'est-à-dire qu'il ne soit pas pollué et il ait passé les tests antidopage, tout simplement. Moi, dans un sport d'endurance, quand on fait de l'hyper-endurance comme moi, on est souvent carencé en fer, par exemple, parce que les globules se servent du fer pour transporter l'oxygène et comme on en consomme beaucoup, on est vraiment souvent en carence de fer. Donc, on a besoin de prendre un peu de fer. Donc souvent c'est un peu compliqué des fois de trouver la bonne molécule, le bon fer. Donc ça peut être des choses qui peuvent être apportées où il faudrait pouvoir y aller les yeux fermés parce que pour l'instant des fois on peut rentrer dans une pharmacie puis on peut voir des pots de protéines qui sont énormes et là on se dit non je ne vais pas toucher à ça, je ne vais pas commander ça, alors que oui, il faudrait pouvoir rentrer dans un lieu les yeux fermés, se dire tout est fait pour le bien-être, on va dire le bien-être, le quotidien du sportif, mais dans les règles de l'art. Bien sûr. Johan, le bio, il s'invite partout, y compris dans la santé. On le voit bien et c'est normal, et il faut faire quelque chose. La planète subit de graves lésions, donc on parle de l'empreinte carbone, on voit des cicatrices dans les forêts, bref. Le bio au niveau de la santé, c'est de la naturothérapie, c'est tourné autour des huiles essentielles, c'est de l'aromathérapie, c'est la médecine douce. Eh bien, Johan, allons visiter ensemble la 50e enseigne ouverte en France, Anthony-Willem. Et en plus, elle est à Paris. L'avenir de la pharmacie repose non pas uniquement sur le gigantisme et sur le prix, mais sur l'hyperspécialisation, sur l'expertise et l'originalité de l'offre et bien évidemment sur la formation de l'équipe officinale. C'est ce que nous apportons avec notre enseigne Anthony-Willem sur le marché des médecines naturelles qui est le segment le plus dynamique en pharmacie. Ce que je vous propose, c'est d'aller rendre visite à Liviane Godet,
sa titulaire. Suivez-moi. Liviane Godet, bonjour. Bonjour. Moi, je suis ravi de vous rencontrer dans votre nouvelle officine, Voilà. aux couleurs Anthony Willem. Oui, tout à fait. Donc, je suis installée depuis le début de l'année, 1er janvier. Ça fait 4 mois que j'ai démarré cette aventure dans la famille Anthony Willem. Alors, c'est la première pharmacie Anthony Willem à Paris. Ben, naturellement, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre les couleurs Anthony Willem? Eh bien, en premier lieu, je dirais mon appétence pour les médecines naturelles que j'ai développée au comptoir dans les différentes officines dans lesquelles j'ai travaillé. C'est vrai que c'est un bénéfice absolument incroyable en plus de la médecine allopathique, donc traditionnelle. C'est vraiment un plus pour tous mes clients. Et donc, c'est quelque chose que je voulais travailler et développer. Alors, pour ceux qui pensent que l'enseigne, c'est synonyme de prix attractif et uniquement de prix, je pense qu'à cela, on peut leur dire qu'ils se trompent un petit peu. Chez Oui. Anthony Willem, ce n'est pas qu'une histoire de prix. Oui, tout à fait. Oui. Il y a aussi une expertise au niveau du conseil, un choix au niveau des assortiments, c'est-à-dire du choix dans l'aromathérapie, dans la phytothérapie, dans la micronutrition. Tout ça, ça offre un choix et un panel pour mieux conseiller et pour mieux adapter son conseil à chaque individu. Alors, tout à l'heure, quand je suis rentré dans votre officine, il y avait une de vos patientes qui était là, qui a dit « Mais qu'est-ce qu'elle est jolie, cette pharmacie, elle Oui, est oui, éclairée, oui, elle tout à est fait. agréable. » Oui, j'ai que des compliments depuis que les travaux sont terminés. Ah, c'est nouveau, ah, ça a changé, oh, c'est lumineux, on s'y sent bien. C'est un concept qui m'a plu parce qu'on a beaucoup moins de marketing. C'est vraiment l'individu qui prime. Les vitrines de laboratoire s'effacent complètement devant l'individu. Voilà. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle aventure avec l'enseigne Anthony Willem. En tout cas, c'est très bien parti, En tout semble-t-il. cas, c'est très très bien parti. Ouais. Merci beaucoup, Ben, je vous Viviane, en de nous prie. avoir accueillis. Merci Puis à à vous. très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, Johan, à la vue de ce reportage, qu'est-ce que ça vous inspire, une enseigne tournée vers le naturel, si j'ose dire? La marche, on évolue dans un milieu naturel, où on essaye d'être dans le respect de la nature, parce que c'est notre jardin, quoi. Je veux dire, c'est notre terrain d'entraînement, on y est tout le temps. J'adore être dans un parcours au milieu d'une forêt, mais sur le bitume, parce que malheureusement, on a besoin quand même un petit peu de bitume pour nous dans la marche athlétique, mais être dans la forêt, être avec les oiseaux, entendre son souffle, le vent, enfin voilà, c'est beaucoup de choses. Et oui, la nature, ça me parle beaucoup, et j'ai envie de la préserver et puis de me tourner aussi de plus en plus sur les produits naturels. Mais par exemple, je m'en sers, moi, enfin je m'en sers déjà depuis pas mal de temps, mais quand on parlait du propolis, de la gelée royale, ces produits-là... Donc vous êtes consommateur de bio, là. On s'en sert déjà beaucoup, même sur les produits, même à base de frottement, pour travailler aussi au niveau des pieds, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses aussi qui se font maintenant avec des produits plus que naturels. On revient à la recette de grand-mère. Paris-Strasbourg, dans les années 10, dans les années 20, quand ils préparaient leurs pieds, ils avaient des vieilles méthodes, mais on y revient et ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien. Alors, petite question, tiens, en aparté, mais quand on prépare une épreuve comme le 50 km marche, vos séances d'entraînement, elles ont lieu où? Vous reproduisez exactement 50 km ou c'est fractionné et ensuite c'est l'accumulation de ces entraînements qui fait qu'on peut se présenter à un 50 km? On essaye de faire une grosse... c'est plutôt une grosse quantité d'entraînement, de la quantité, et puis après on diminue la quantité pour y mettre de la qualité, voilà, à l'allure du 50 km, et puis on ne va pas au-delà de 50 km, pour ma part, et on essaye plutôt d'enchaîner des semaines, des grosses semaines avec un gros volume kilométrique, où des fois on peut faire en une fois un 40 km, on va aller jusqu'à 40 km maximum, justement, mais également pour tester la stratégie également du ravitaillement, qui est super important, donc aussi également sur les produits justement bio, nos produits de ravitaillement, parce qu'on va avoir besoin d'ingérer des boissons énergétiques, un peu de nourriture, parce qu'on consomme tellement de calories qu'on a besoin d'en rapporter, sinon on ne tiendrait pas tout au long de la course. Alors, et c'est assez important de le faire sur des sorties un petit peu longues quand même, à l'approche du 50, mais on va garder les 10 derniers kilomètres. Il y a des parcours comme ça préconisés avec des tronçons en pleine forêt. On joue plutôt, comment dirais-je, la pente. Le dénivelé, pas trop, parce que c'est des parcours assez plats. En fait, un parcours de marche athlétique en grand championnat, c'est un parcours qui doit faire maximum 2 km. Donc 1 km aller, 1 km retour, maximum. Donc c'est un anneau.
parce qu'on est jugé, je le rappelle, donc on a un règlement, donc on est jugé, les juges doivent pouvoir nous voir. Si on faisait du 0 au 50 comme ça, il faudrait mettre 500 juges sur un parcours, donc c'est vraiment beaucoup. Au sein de la coopérative Wellcop, la technologie, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. D'ailleurs, on a coutume de dire plus de technologie pour plus d'humains. J'ai envie de dire, pour la marche, plus de technologie pour justement respecter les règles. Vous me parliez de capteurs qui seraient mis dans la chaussure. Oui, oui. Dans la chaussure, ce qui permettrait justement d'éviter à des juges soit de se tromper dans leur jugement. Ça va être dans l'évolution du règlement. Après, normalement, ça devait se faire en 2021. Ça va être fait en 2022 parce que tout est reporté d'1 an. Mais oui, là, on est en train de travailler justement sur une puce qui permettrait de calculer la suspension. Donc, ça ne serait plus à l'œil humain, mais ça serait une puce où on mettrait une tolérance. En gros, l'œil humain, ça doit être 30 images secondes. Donc, on va mettre une tolérance au-delà de 30 images secondes. Ça éviterait pas forcément les erreurs, mais voilà, ça éviterait aussi de laisser cette part aléatoire, de dire lui il court et lui il marche, mais il court jamais en fait, il est à la faute et lui il n'y est pas, donc le juge il jugerait plus que l'attaque de la jambe tendue. Et puis du coup, de ce fait, peut-être changer les circuits, peut-être agrandir des circuits. On pourrait voir ça, et puis ça va aussi changer la technologie de la chaussure également, parce que même pour l'entraînement, ça sera bien d'avoir également, peut-être sur ces futurs moniteurs, de voir aussi quand on est bien techniquement ou pas, et ça va nous permettre également de progresser sur sa technique. Merci Johan. Je voudrais, avant qu'on se quitte, donner la parole aux citoyens. Alors Johan, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui n'aime pas le sport ? Qui n'aime pas le sport, déjà de ne pas en faire, mais de faire une activité physique. C'est différent. Au sport, on y met tout de suite la compétition, en fait. Voilà, c'est le challenge, la compétition, le défi. L'activité physique, c'est peut-être prendre soin de soi-même, de son corps, de son esprit, du spirituel, et c'est important de le faire. Les recommandations de l'OMS, c'est 10 000 pas par jour, mais en gros, on est redescendu un peu. On dit à peu près 7 000 8 000 pas par jour, c'est déjà très bien. J'ai une question là. Quels objets connectés utilisez-vous pour suivre votre performance, voire votre santé ? Déjà, est-ce que vous en utilisez ? J'en ai utilisé beaucoup une montre, un moniteur connecté, où ça nous permet de voir notre courbe cardiaque, savoir un peu comment ça fonctionne. Donc maintenant, on travaille plus sur la variabilité cardiaque, c'est-à-dire qu'on va prendre nos pulsations le matin au réveil, donc pendant un temps donné, pendant 7 minutes, on va se reposer et puis on va le reprendre à nouveau, et puis ça nous permet un petit peu de voir comment également notre système parasympathique et voir également le stress lié à la journée, et donc savoir si on pourrait faire la séance ou pas. Des fois, ça c'est aussi important parce que des fois on peut faire la séance de trop, on n'a pas récupéré de la veille, on peut justement se blesser un petit peu derrière. Donc ça c'est important aussi. Maintenant, on arrive à jouer un petit peu là-dessus et des fois se dire, oui, il faut que j'aille la faire, mais non, attends peut-être 24 heures, repousse de 24 heures, et puis le lendemain, tes paramètres sont meilleurs. Et là, aujourd'hui, privilégie plutôt la récupération en t'entraînant, mais avec une séance plus allégée. Et ta séance de haute intensité, tu la repousses de 24 heures. C'est autorisé pendant une compétition de marche d'avoir une montre bracelet. On a le droit, tout comme au vélo, d'avoir sur son compteur. Oui, bien sûr. Les cyclistes, ils travaillent maintenant beaucoup. Ils ne travaillent plus au cardio, mais ils travaillent plus à la fréquence, à la cadence de pédalage. Donc nous, c'est un peu pareil. On travaille aussi. Qu'est-ce que vous regardez quand vous marchez pendant 50 km ? Il faut garder le moral, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais quelle est la donnée qu'on regarde le plus ? Qu'est-ce qu'on recherche ? C'est la fluidité, c'est le relâchement, la fluidité. Ça roule tout seul, en fait, cette sensation d'être sur un tapis roulant. On imagine quand on est sur le grand tapis roulant de la gare Montparnasse et qu'on accélère un petit peu le pas, on a une impression de glisser sur le sol, de flotter un petit peu. C'est cette sensation-là qu'on va rechercher sur le bitume, avoir une sensation de vitesse et de couler le long, tout en relâchement pendant 50 km. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué, mais le mental, le rôle du cerveau dans l'accomplissement d'une telle performance, qui est de marcher 50 km, mais avec un temps qu'il faut écourter au maximum, ça mériterait un chapitre complet, rien que sur la question. Je crois que là, parce qu'on n'est plus sur le musculaire. Là, on est beaucoup. Je pense qu'un 50 km, il y a au moins 60% de la performance qui vient du cérébral. Là, il y aurait vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là également. Il y a cette notion de mur, comme les marathoniens la décrivent. Bien sûr, il y a cette notion de mur. Alors souvent, 50 km, on parle
au 35e, quoi. Le 35e Ouais. kilomètre, c'est là que ça se passe un petit peu. Il reste 15 km. On est à, pour les meilleurs, 2h30, 2h35 de course. Et puis, pour le gros du peloton, 2h45, 2h50. Donc, c'est là que tout se passe. Hein. On est déjà à plus de pratiquement 1 heure de plus qu'un marathonien, un très, très bon marathonien. Donc, oui, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et c'est là qu'il faut réussir à transformer ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Il faut réussir à le transformer en positif et puis essayer après d'aller chercher des ressources inavouées, quoi, qu'on ne connaît même pas le plus souvent. Mais je regardais à nouveau mes notes, c'est quand même hallucinant parce que votre record du monde, qui date de quand? Quelle année? 2014. 2014, vous avez marché, Johan, 50 km en 3h32. Je connais bon nombre de marathoniens amateurs qui déjà seraient ravis de faire une telle performance en marathon. Il faut rappeler quand même que le marathon, on se dirige tout doucement vers les 2 heures. On est à 2 heures, 1 minute et 39 secondes. C'est quand même tout simplement hallucinant, quoi, en marchant. Ça vient beaucoup de là, voilà. Ça a été le fait que moi, on m'avait plutôt appris de dire que voilà, au 35e, on va travailler jusqu'au 35e kilomètre et puis après, on va voir ce qui se passe. Et moi, je me suis dit, mais non, c'est pas possible d'avoir une phase aléatoire, 15 km comme ça. Je peux pas me dire, non, je peux pas voir ce qui se passe pendant 15 km. Donc pour moi, je me dis plutôt, je suis plutôt à l'écoute de mon corps pendant les 35 premiers kilomètres, en essayant de mettre une intensité, mais en gardant un petit peu. Et puis après, c'est comme une partie d'échecs, quoi. En 2014, j'ai réussi à poser mon pion. Et puis j'étais très content de venir mettre en échec, mais pas encore échec et mat mon adversaire, mais je le mettais en échec, il n'avait pas la réponse derrière. Et là, il y a une euphorie qui se crée. Mais il faut essayer de garder cette énergie, en fait. Donc, dans les 35 premiers kilomètres, ces émotions, il faut les garder, quoi. Voilà, faut essayer d'être le plus centré possible. Et puis après, dans les 10-15 derniers, là, on peut lâcher la soupape et on sait que c'est le cerveau maintenant qui va guider et c'est plus le corps. Et après, le cerveau, il est capable de dépasser des montagnes. Alors, on a un citoyen de la santé qui vous pose comme question, c'est quoi pour vous le bien-être? D'être bien, d'être en phase avec soi-même, donc physiquement et mentalement. Voilà, c'est d'être en phase avec un lieu, et puis avec soi-même, quoi. Voilà, tout simplement. C'est un peu philosophique, hein, mais ça fait partie de cette discipline également, quoi. On a besoin d'être ancré. De toute façon, une discipline, on a besoin d'être resté au sol. Ouais. De rester au sol. Donc l'ancrage, il est aussi très important. Un sportif comme vous accordez non pas des écarts, mais vous appréciez le bon vin, vous appréciez déjà, la bonne chair. J'ai une maîtrise d'œnologie, donc oui, j'aime bien le vin, j'aime bien la bonne chair. Ouais. Donc oui, forcément, il faut, de bien-être, c'est pouvoir ne rien s'interdire, en fait. Et puis, mais savoir de ce qu'on a besoin pour notre discipline. Mais oui, il ne faut pas être dans les excès, parce que quand on est dans un excès d'un côté ou d'un autre, on a aussi des problèmes d'anorexie dans nos sports, chez les hommes, chez les femmes. Ça existe aussi chez les hommes, hein, l'anorexie, ça c'est important. Donc il ne faut pas se mettre de contraintes, quoi. Je veux dire, il faut vraiment vivre avec, être en phase avec soi-même. On pourra avoir un cliché, donc Johan Diniz, de temps en temps, il aime bien se faire une bonne bouffe aussi. Moi j'aime bien vivre et puis j'aime bien aller à un bon concert, j'aime bien partager, j'aime bien écouter de la bonne musique et boire un bon coup de vin quand il faut. Ça me permet aussi de me relâcher et pas d'être tout le temps à 100%, quoi. Il faut pouvoir des fois se relâcher un petit peu, quoi. Le lâcher prise. Serez-vous présent pour défendre les couleurs de la France à Tokyo en 2021? Vous confirmez? Oui, bien sûr, oui. Je suis déjà qualifié, donc oui, j'y serai, il n'y a pas de problème. Quelle hygiène de vie avez-vous en tant que sportif de haut niveau? Alors, c'est un peu la même question, c'est quoi le bien-être? C'est en gros. Mais après, l'hygiène de vie, c'est essayer de manger équilibré, le plus équilibré possible. Et puis après, c'est connaître les apports qu'on a besoin sur des phases d'entraînement, bien spécifiques. Donc ça, on travaille avec un diététicien, un nutritionniste. Et voilà, on essaye de travailler ces phases d'hygiène de vie. Mais il y a aussi le sommeil aussi qui est très important. Justement, pendant la Covid, il y a eu des gros problèmes justement de nutrition, de sommeil, où il y a des gens qui étaient perdus par rapport à des habitudes qui étaient complètement déréglées. Et moi, j'ai essayé, par exemple, de garder mes habitudes que j'avais même quand j'étais à 100% dans ce que je faisais, quoi. Donc, c'était être régulier dans ces phases de repas, être régulier dans ces phases de sommeil, avoir le bon sommeil récupérateur, ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie de l'hygiène de vie. Tous les jours, vous pratiquez la marche ou il y a des... Oui, tous les jours. Tous les jours. Minimum, quelle distance tous les jours? Minimum, ça va être 15 km. Tous les jours. Mais après, je vais m'accorder en gros un mois de repos sur l'année, quoi. Une coupure estivale souvent, et puis après, je vais travailler 11 mois dans l'année, quoi. Vous marchez 335 jours sur l'an.
par an. C'est ça. Les activités sportives d'entreprise, comme le coworking, les ateliers sportifs, peuvent-elles améliorer les relations professionnelles et renouer les liens de confiance après le confinement qu'on vient de vivre? Oui, ça, ça a déjà été démontré. Je pense que c'est toujours bien de pouvoir pratiquer ensemble au sein de l'entreprise, sur des créneaux liés, partager son activité, des fois se créer des objectifs un peu ensemble, collectifs, s'entraîner pour quelque chose. Ça peut être après pour un challenge, un défi, une association, on se crée un team et on part sur un petit objectif. Ça, c'est toujours, il n'y a pas plus, on va dire, soudeur en fait dans une entreprise, quoi. Et puis après, ça nous permet justement de recréer du lien. Mon cher Johan, nous aussi, nous avons nos talents au sein de la coopérative Wellcop. C'est ce que je vous propose de découvrir à travers notre rubrique « Découvrez nos talents ». Mais attention, il ne s'agira pas d'un talent, mais deux talents. Une équipe R&D chez Formagest est composée toujours de la même manière, donc un analyste fonctionnel, plusieurs développeurs et un analyste testeur. L'analyse fonctionnelle est celui qui va étudier le besoin client afin de déterminer la meilleure solution à mettre en œuvre. Alors, en tant que testeuse, j'ai le rôle de valider la livraison aussi bien techniquement que fonctionnellement parlant. Comme au sein de Formagest, nous travaillons en équipe pluridisciplinaire. Les trois métiers cohabitent, donc soit l'analyse fonctionnelle, le développeur et l'analyse testeur. Et l'idée au final, c'est que notre métier, c'est pas juste de développer des lignes de code, mais vraiment d'interagir avec l'ensemble de notre équipe. Chez Wellcop, nous avons un groupe Strava qui permet en fait de se réunir occasionnellement pour courir et de partager notre passion, qui est la course à pied. Ça nous permet de comparer un peu ce qu'on fait sur les semaines, les distances, ça nous booste sur les temps à respecter et à atteindre. J'ai déjà fait plusieurs courses, dont un marathon, et j'en suis assez fière. Alors déjà, j'aime beaucoup le sport. J'ai fait gardien de but pendant 10 ans en club. J'ai fait aussi beaucoup de tennis et je fais du golf régulièrement. Alors j'aime bien aussi faire des projets perso, que ce soit pour apprendre de nouvelles technos ou même juste pour faire des applications qui peuvent me servir au quotidien. Je suis quelqu'un de très sportif, donc je fais du badminton tous les jeudis midi avec Formagest, où mon objectif est enfin de battre mon manager. Je fais également beaucoup de courses à pied. Je participe depuis 3 ans maintenant tous les ans à la course de Saint-Nicolas. Ce que j'aime dans le sport, c'est l'aspect dépassement de soi, la combativité, notamment ce que je retrouve dans la boxe, où je fais du kickboxing au Punch à Nancy. La boxe, c'est ce qui me permet de me sortir de ma zone de confort. Au fond, je crois que j'aime bien prendre des coups. Alors avec 5 autres comédiens et une metteuse en scène issue de l'atelier de théâtre de la Manufacture de Nancy, nous avons créé, il y a environ 3 ans, notre compagnie qui s'appelle La Conciergerie. Notre première création portait sur des textes de Karl Valentin qui met en scène de manière burlesque des personnages dans des situations de la vie courante. Johan, merci beaucoup déjà de nous avoir consacré du temps. Puis j'ai qu'une chose à vous dire, moi c'est bonne chance pour Tokyo, j'espère qu'on se reverra d'ici là. Promettez-moi, si toutefois, quelle que soit la couleur du métal, si vous revenez avec une breloque de Tokyo, on refera une émission, ça c'est sûr. Ah bah ça c'est sûr, hein, j'espère. Merci Johan. Merci beaucoup. beaucoup.